Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je pense que si vous êtes nombreux, c'est parce que vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur l'IA, sur ce que ça va faire, sur ce que ça fait vraiment. Et donc, le but de cette conférence est d'essayer de répondre à un certain nombre de vos questions. Et comme l'a dit Sébastien, je suis prof, donc je ne peux pas m'en empêcher. Je vais essayer de faire rentrer un petit peu de connaissances scientifiques. Voilà. J'espère que ça ira pour tout le monde. Alors, je voulais en dire un tout petit peu plus sur moi. Je suis professeure à Rennes 1, mais en particulier à l'UFR d'informatique qui s'appelle l'ISTIC. Et donc, je suis enseignante-chercheuse. Ça veut dire que je fais des cours le jour et la nuit, je fais de la recherche. Donc, je fais de la recherche dans une équipe, donc dans un laboratoire de recherche qui a pas mal de tutelles, 8 en fait. Une d'entre elles est INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et mathématiques appliquées. Donc mon équipe est une équipe mixte IRISA et INRIA. Elle s'appelle l'ACODAM pour Large Scale Collaborative Data Mining. Data mining, c'est de la fouille de données. En fait, en général, je travaille en sciences des données. Je travaille sur 2 domaines en particulier, l'apprentissage automatique et la fouille de données, qui sont 2 sous-domaines de l'intelligence artificielle. Donc, mes recherches sont appliquées à de nombreux domaines. Alors, appliquées comment ? Souvent, des industriels viennent nous voir, nous exposent des problèmes, et si on estime qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes, on s'y attaque. Et donc, c'est des problèmes qui sont souvent liés à l'analyse de séries temporelles. Les séries temporelles, est-ce que je vous en montre ? Je vais vous en montrer. La vision par ordinateur, je vais revenir aussi là-dessus, et à la détection de fraude et d'anomalies qui peut servir à plein de domaines particuliers, la médecine ou la détection de fraude bancaire, etc. etc. Voilà. Donc, mon but, c'est de vous parler d'intelligence artificielle, et je me suis dit que la moindre des choses, c'était de définir ce que c'était que l'intelligence artificielle. Et là, c'est déjà pas gagné. Donc le terme intelligence artificielle, même si on a l'impression d'en entendre parler tout le temps de nos jours et que du coup c'est nouveau, ça l'est pas vraiment. Donc ça date de l'après-Seconde Guerre mondiale. On a commencé à en parler avec Alan Turing à l'après-guerre. Et il y a eu une conférence en 1956 qui a défini pour la première fois le terme intelligence artificielle comme la science qui consiste à faire à des machines ce que l'homme fait moyennement une certaine intelligence. Et donc, je pense qu'à l'époque, ils ont dû trouver que c'était une super définition. Mais je peux vous dire que ça a laissé pantois un certain nombre de chercheurs après, parce que on ne sait pas très bien ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. On ne sait même pas très bien ce que c'est que l'intelligence. Donc, voilà, la complexité mentale est-elle comparable à la complexité informatique ? Donc, est-ce qu'on peut vraiment comparer l'intelligence humaine à ce que fait la machine ? C'est pas évident. Et puis, en fait, il y a des choses qu'on fait qui ne requièrent peut-être pas d'intelligence particulière. Tout ce qui va être perception, donc ce que vous percevez de vos 5 sens. Donc, par exemple, comment vous êtes capables, tous, de savoir que ça c'est une chaise, alors que c'est probablement la première fois de votre vie que vous voyez une chaise. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vu des chaises depuis que vous êtes enfant, qu'on vous a dit descends de cette chaise, ne marche pas sur la chaise, ne mets pas tes pieds sur la chaise. Et donc, vous avez associé une représentation, on vous a dit des choses positives aussi, j'espère. Vous avez associé une représentation mentale de la chaise à l'image que vous percevez, éventuellement même le toucher, mais ça, c'est pas très discriminant, de cette chaise-là. Et ça, c'est quelque chose que l'humain fait très bien. Peut-être même pas moyennant une certaine intelligence, mais alors que la machine ne fait pas bien du tout. Tout ce qui va être compréhension du langage naturel aussi. Donc vous avez tous
peut-être, appris une langue, parce qu'on vous a donné des tas d'exemples de cette langue, des tas d'exemples en contexte, par vos parents ou par les gens qui vous ont élevé. Donc vous avez acquis un modèle de cette langue-là qu'il est très difficile de transmettre pour nous à des machines. Tout ce qui va être sens commun aussi, c'est difficile. Donc il y a eu d'autres définitions de l'IA. Par exemple, dans les années 90, une définition qui dit l'IA a pour but de faire exécuter par l'ordinateur des tâches pour lesquelles l'homme, dans un contexte donné, est aujourd'hui meilleur que la machine. Alors, vous avez remarqué, on ne parle plus d'intelligence. Aujourd'hui, meilleur que la machine. Alors, là, on tombe pile poil dans les années où on essayait déjà depuis presque 40 ans de battre un ordinateur aux échecs. On y arrive presque à cette époque-là. Et en fait, ont été définis comme des problèmes d'intelligence artificielle tous les problèmes pour lesquels l'homme était meilleur que la machine. Alors, j'aime plutôt bien cette définition, parce que en fait, c'est une définition qui se projette. En fait, elle évolue en même temps que ce que sait faire la machine. Et donc un problème qui arrive à être résolu par une machine n'est plus un problème d'intelligence artificielle si la machine devient meilleure que l'homme. Bon, comme personne n'arrivait à se mettre vraiment d'accord sur cette définition, on a aussi eu des définitions de type énumération. Donc finalement, on a des définitions qui mettent aussi tout le monde d'accord, qui disent à dire ce que c'est que l'IA par énumération. Donc c'est la compréhension du langage, l'apprentissage, la résolution de problèmes, le raisonnement. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres. Et donc tout ça, c'est des sous-domaines de l'intelligence artificielle. Alors, bon, je pense que vous avez compris. En fait, on pourrait continuer assez longtemps. Il y avait une brèche dans laquelle se sont engouffrés frénétiquement tous les médias actuels. On n'a pas bien défini ce que c'était que l'intelligence artificielle, alors ils l'ont fait pour nous. Bon, quelle que soit la définition de l'intelligence artificielle qu'on garde, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que les gens opposent et parfois confondent, et ça c'est un peu plus embêtant, les IA dites faibles et les IA dites fortes. Alors je dis les IA, et c'est mal, parce que la première chose que je dis à mes étudiants, c'est ça ne veut rien dire les IA, puisque je vous ai donné des définitions avant. L'intelligence artificielle est une science. Donc une IA, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. L'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Alors l'intelligence artificielle faible, c'est en fait l'approche pragmatiste qui dit la machine doit aboutir aux mêmes solutions que l'homme, peu importe la solution, la méthode employée. Donc ça, on y arrive dans plein de cas, et je vais vous donner des exemples. Ça existe très clairement. Et puis il y a une approche plutôt cognitiviste qui dit, donc les IA fortes, l'IA forte, qui dit la machine doit raisonner à la manière de l'homme, c'est-à-dire utiliser les mêmes mécanismes de fonctionnement. Et là, alors déjà on a un problème de définition, même que tout à l'heure, c'est que les mécanismes de fonctionnement du raisonnement humain, il y a toujours des études dessus, hein, on n'a pas abouti là-dessus. Et puis en fait, je ne sais pas si c'est ça qu'on cherche à faire réellement, à obtenir des IA fortes. Alors quand même, à propos de ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qu'on va appeler les IA faibles, il y en a beaucoup. Ça existe, il y en a partout dans toute votre vie. D'ailleurs, c'est ce qui fait que vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce que vous en avez tellement entendu parler que vous avez envie de savoir comment ça marche un peu. Donc, par exemple, un algorithme qui permet à un ordinateur de jouer contre un champion aux échecs et de gagner,
Moi, j'appelle ça une IA faible. Pourquoi c'est une IA faible? Parce que c'est une IA qui a nécessité beaucoup d'intelligence humaine pour être mise au point. D'accord? C'est un algorithme qui a nécessité beaucoup d'intelligence humaine. Mais c'est un algorithme dédié à faire une chose, jouer aux échecs. Et tous les autres exemples qu'il y a en dessous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a une tâche bornée, très particulière, et on va chercher les meilleures méthodes, les combiner, pour pouvoir répondre à cette tâche en particulier. D'accord ? C'est ce que fait votre tondeuse à gazon ou votre aspirateur automatique. On l'a bardé de capteurs. Il sait que quand il arrive à tel centimètre quand son capteur répond parce qu'il est à tel centimètre d'un mur, par exemple, il doit tourner à droite, à gauche. Il est ce que j'appellerais scripté, c'est-à-dire qu'on lui a donné un mode de fonctionnement et il ne s'écartera pas de ce mode de fonctionnement-là parce que c'est son algorithme. Il ne répond que à ce qu'il reçoit de ses capteurs et à ce qu'on l'a programmé à faire. Alors on peut faire aussi de la prédiction avec des algorithmes, et je vais en parler beaucoup aujourd'hui. Mais on ne fait de la prédiction que pour une seule tâche en particulier. Par exemple, on dit les algorithmes, on dit les IA vont remplacer les médecins. Alors, je rephrase. Les algorithmes vont aider les médecins pour des tâches très particulières pour lesquelles ils sont arrivés aujourd'hui à des résultats qui sont meilleurs que ceux de l'homme, par exemple des résultats de vision par ordinateur. Donc percevoir maintenant un objet et réussir à le différencier par rapport à d'autres objets dans un monde qu'on a totalement délimité, c'est-à-dire on a dit à l'ordinateur, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sois capable de différencier des cellules cancéreuses de cellules non cancéreuses. On ne lui a pas dit à ce moment-là qu'il doit être capable de détecter une horloge. Non, on a délimité son monde et on lui a donné beaucoup d'exemples de ce qu'il est censé trouver. Et donc, il a appris à pouvoir, et je vais vous expliquer exactement comment il a appris, il n'y a aucune magie là-dedans, il a appris à différencier ces cellules cancéreuses. Et il le fait très bien. Mais j'estime qu'il n'y a pas d'intelligence réelle là-dedans. En plus, je vais vous parler que de maths après, donc vous allez voir. En général, ça casse le charme. Alors... souvent, quand je parle d'IA faible, les gens me disent ah, « oui, d'accord, bon, les échecs, fin des années 90, c'est bon. Les images, ou une image, trouver des chatons dans une image, tout le monde sait faire ça. Les médecins, après tout, sont capables, en regardant des images, comme celle du bas, là, la rose, sont capables de voir s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Pourquoi pas une machine? Après tout, pourquoi pas? Mais, Elisa, franchement, Alexa, Google, Siri, Cortana, ça, c'est des vrais IA. Alors, donc c'est les petites boîtes en bas, là, qui font des choses assez bluffantes. D'accord, c'est tous vos appareils de domotique là, qui sont capables, alors que vous leur parlez, d'allumer, d'éteindre les lumières, de faire des recherches sur Google à votre place, et même de faire des recherches assez élaborées, parce que par exemple, si vous essayez de les tromper un peu, en posant des questions du genre, quelle est la capitale du pays au sud-ouest de la France? C'est pas simple comme question, parce que il faut comprendre qu'on est en train de parler d'un pays, il faut le localiser. Après, il faut aller trouver une fois qu'on l'a localisé de manière certaine, il faut aller trouver sa capitale. Ça demande des relations entre les concepts qu'on lui a donnés. C'est pas simple, ça. Ça, c'est un vrai domaine de l'IA. Représentation des connaissances, raisonnement, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, d'accord ?
Donc qu'est-ce que fait Alexa? Elle a détecté votre parole, elle l'a transcrit en quelque chose qui est compréhensible par une machine. Donc ça, c'est un premier algorithme. Ensuite, une fois qu'elle a transcrit ce qui était là, elle a utilisé d'autres algorithmes de représentation des connaissances et de raisonnement sur ces connaissances pour déduire quelle était l'intention de l'utilisateur dans la question qu'il avait posée. C'est pas simple. Donc ensuite, elle a posé la question à un moteur de recherche qui lui-même déclenché un autre algorithme assez intelligent qui est capable d'aller chercher partout sur le net le meilleur endroit où trouver la réponse à la question. Pas simple non plus, plutôt intelligent d'ailleurs, mais c'est un autre algorithme. Et après, vous avez eu une voix suave. Je vais essayer de vous faire la voix suave. La capitale du pays que vous cherchez est Madrid. Et donc là, vous vous dites, waouh, quand même, c'est assez incroyable. Parce que, donc en plus, elle a trouvé la réponse, elle a fait une phrase avec sujet, verbe, complément bien propre derrière et l'a resynthétisée en parole. Et tout ça, c'est encore 2 algorithmes à côté. Et donc là, ce qui est impressionnant, c'est l'intelligence humaine qu'il a fallu pour mettre bout à bout tous ces algorithmes très élaborés, certes, mais dédiés à une seule et unique chose, chacun d'entre eux. D'accord? Et donc derrière, vous avez un très intelligent programmeur en informatique qui a mis bout à bout tout ça pour pouvoir répondre à votre question et vous faire sentir proche de votre petit appareil de domotique. Alors pareil pour les véhicules autonomes. Donc j'avais des grandes espérances sur les véhicules autonomes. Je ne voudrais pas vous les casser entièrement parce que j'ai discuté avec des spécialistes qui m'ont dit « Ouh là là, c'est pas pour tout de suite ». Le pourquoi c'est pas pour tout de suite, je peux vous en parler pendant des heures après. Mais très honnêtement, actuellement, ce qui fonctionne bien dans les véhicules autonomes, c'est tout ce qui... c'est plein de petites briques mises bout à bout qui ont été développées par des chercheurs pendant des années et des années et qui sont capables de... Alors, on en a une sur le campus à Rennes, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir, on en a une qui se balade de voitures autonomes. Alors elle, il ne faut pas la faire sortir de sa trajectoire, d'accord ? Elle connaît son chemin. Si elle a un doute, parce que vous passez trop près, à moins de 50 mètres, elle s'arrête. Et donc, vous êtes capable, grâce à ce magnifique véhicule autonome, de faire 500 mètres en 25 minutes. Et ça, c'est quand même pas mal. Et voilà. Donc là, on en est là. C'est pas mal, hein. Enfin, c'est un début, mais on n'est pas prêt de les lâcher dans la ville encore totalement, quoi. Alors, on parle d'IA forte, beaucoup. Mais surtout dans la science-fiction, hein. Donc, on parle d'IA forte depuis longtemps, hein. 2001, l'Odyssée de l'espace, Battlestar Galactica, Terminator, ça continue, hein, on n'arrête pas de fantasmer les IA fortes. Mais pour l'instant, en tout cas, et alors je peux vous dire que ça va durer encore un petit bout de temps parce qu'il va falloir changer complètement notre manière de faire si on veut que ce soit différent. Et à ma connaissance, en recherche dans le monde, on n'est pas encore prêt à changer notre manière de faire, hein. Eh bien, on n'est pas prêt d'arriver à ça. Alors, bon, en France, on s'est pas trop posé pour essayer de définir institutionnellement ce que c'était que la science de l'intelligence artificielle, mais aux États-Unis, ils l'ont fait. Donc je vous ai donné juste la grille quand on va sur la librairie ACM, c'est pour l'association de Computing Machinery, donc d'informatique si vous voulez, américaine. Et donc là, vous avez 1 à 10 000 mots. 1 à 10 000 mots, c'est 10 000 mots. 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 10 000 mots, c'est 10
Et donc voilà ce qu'ils mettent sous IA. L'IA, c'est donc une définition un peu par énumération, hein. C'est tout ce qui va concerner le traitement du langage naturel, la représentation des connaissances et le raisonnement, la planification, tout ce qui va être les méthodologies de recherche dans des grands espaces, qui était un peu l'IA des années 50 au moment où ça a été inventé, hein, parce que pouvoir jouer aux échecs, ça veut dire chercher dans un grand espace. J'y reviendrai si ça vous intéresse. Tout ce qui va être méthode de contrôle, pour contrôler par exemple des drones. Ouais. Je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. Tout ce qui va être algorithmes distribués et communiquant entre eux. Et puis tout ce qui va être vision par ordinateur. Et puis il y a un petit bout là-bas à droite qui s'intéresse aux questions philosophiques liées à l'intelligence artificielle. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça. Voilà, donc l'IA c'est vaste. Et moi je vais vous parler de quelque chose qui n'est même pas vraiment dans une de ces cases-là, mais qui est un peu sur toutes ces cases-là, qui est un espèce de domaine transverse, parce qu'il est utilisé un petit peu partout, qui est l'apprentissage automatique, parce que c'est mon domaine de recherche, et parce que je pense que les médias font largement l'amalgame entre IA et apprentissage automatique, qu'ils appellent machine learning, parce qu'en anglais c'est quand même vachement plus classe, et particulièrement un algorithme, enfin une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique qui s'appelle le deep learning, parce que deep, c'est encore mieux. Donc, l'apprentissage automatique, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui explore la construction et l'étude d'algorithmes. Depuis le début, on ne parle que d'algorithmes. En fait, en informatique, on adore ça. Qui peuvent apprendre et acquérir de la connaissance à partir d'exemples et d'expériences. Et donc, la clé, c'est l'expérience. Et ça, c'est les exemples et l'expérience. Et ça, c'est donné par les données. D'accord ? Donc, on vous dit souvent, faites attention à vos données valent cher, on peut faire n'importe quoi avec vos données. C'est pas faux. On peut faire plein de choses. On peut pas sauver le monde, on peut pas gouverner le monde non plus, on peut pas faire plein de choses, mais on peut aussi faire des choses comme ça, c'est-à-dire prédire le temps qu'il fera demain. Ça, c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins bien quand même, la météo, mais enfin, on peut essayer en tout cas. Pourquoi c'est difficile ? Alors, c'est quoi les exemples et l'expérience pour prédire le temps qu'il fera demain ? En fait, on a enregistré de jour en jour des capteurs de pluviométrie, de pression atmosphérique, de température, et puis on a constaté que quand on en était à un état donné du monde ou de l'endroit pour lequel on voulait prédire le temps, eh bien on a constaté que le temps c'était celui-là. Et donc, on a appris à partir de ces exemples, de cette expérience qu'on avait déjà, de si on a tel et tel et tel capteur à tel niveau, alors le temps, c'est celui-là. D'accord ? En dessous, vous avez une série temporelle. Donc, je vous en ai parlé au début. Des séries temporelles, c'est des suites de nombres qui arrivent, qui sont ordonnées dans le temps. Il y en a partout, il y en a par exemple quand on regarde les actions de la bourse, mais il y en a aussi quand on regarde la consommation électrique, il y en a aussi quand on regarde l'évolution des signaux d'un patient à l'hôpital. Des séries temporelles, il y en a partout. Et donc à partir de ces séries temporelles-là, on peut aussi prédire par exemple la suite de la série temporelle, ou prédire que cette série temporelle, c'est une série temporelle qui représente quelque chose en particulier, par exemple un patient sain. Ce que vous avez à gauche, là, c'est un drone qui s'occupe de culture. Donc le but, c'est de passer sur les cultures et de, par exemple, compter les plants dans les cultures. Donc ça, c'est de la vision par ordinateur. Le drone, il voit des images et le but, c'est d'après, dans les images, d'avoir un algorithme qui va essayer de détecter des éléments particuliers dans des images, par exemple la taille des cultures ou la présence de tel ou tel parasite dans les cultures.
Donc on fait aussi de la synthèse et de la reconnaissance vocale avec des algorithmes d'apprentissage automatique. On est capable de relever votre plaque d'immatriculation et de voir les nombres qu'il y a directement quand vous passez au péage. Et on peut faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire d'adapter nos algorithmes aux patients dans une certaine mesure. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire avec l'apprentissage automatique. Et donc maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que tous ces algorithmes dont on parle et qu'est-ce qu'ils font exactement. Alors, c'est le moment court, d'accord? Donc, j'ai 10 slides, il faut que vous teniez bon et je vais bien regarder, je vais scruter vos visages et j'essaie de ne pas perdre qui que ce soit. Donc, je vais vous parler d'une petite sous-partie de l'apprentissage automatique, mais qui est très très utilisée, qui s'appelle l'apprentissage supervisé. Supervisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit qu'on apprenait à partir d'exemples, d'expériences. On peut regarder des données sans trop savoir ce qu'on cherche, ou on peut avoir des exemples déjà de ce que l'on cherche à prédire plus tard. Par exemple, le temps, je vous disais tout à l'heure, on va avoir l'étiquette qui est associée au temps qu'il fait par rapport aux données qui proviennent de mes capteurs. Pour nos plaques d'immatriculation, on va avoir le chiffre qu'aurait dû reconnaître la machine s'il l'avait bien lu. Pour les drones, là, on va avoir le nombre de plantes de chacune des tailles sur l'image, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. Et le fait de fournir ces étiquettes à l'algorithme, ça fait de lui un algorithme supervisé. Donc, je vais vous parler de classification et de régression. Et vous allez voir qu'en apprentissage automatique, on ne fait que des maths. Donc la classification, ça consiste à avoir un algorithme qui est capable, étant donné des données, de pouvoir les mettre dans une classe, une catégorie. Par exemple, j'ai un chiffre manuscrit et je suis capable de dire c'est un 0, c'est un 1, c'est un 2, 0, 1, 2 étant des catégories ou des classes. C'est pour ça qu'on parle de classification. Et la régression, eh ben, ça consiste à, étant donné des données, par exemple, vous avez la surface d'une maison et son prix. Étant donné des données, ce qui va nous intéresser, c'est trouver une manière de pouvoir dire, si on a des données qui ressemblent à ça, si on a juste une donnée qui serait la surface de la maison, de pouvoir prédire son prix. La régression, elle nous permet de prédire un nombre. La classification, elle nous permet de prédire une catégorie. La régression, elle nous permet de prédire un nombre. Ça va, alors? Il va falloir vous accrocher, c'est le premier. Hein. Bon, je rentre dans les détails. Alors, voilà votre premier algorithme de machine learning sous vos yeux ébahis. C'est un algorithme que maintenant qu'on forme les étudiants de lycée à l'informatique, c'est le premier algorithme qu'on leur montre. On leur montre ça en première. Je sais bien parce qu'on est en train de travailler dessus avec les profs en ce moment. Je peux vous dire. Donc pas d'excuses, il faut que vous suiviez ça parce qu'à un moment, il va falloir en parler avec vos enfants. Donc l'algorithme des cas plus proches voisins, il n'y a pas plus simple. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si on a une donnée où on n'a pas la classe. Par exemple, on a une image, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis, on a d'autres images. Donc ça, c'est mon point rouge. Mon point rouge, c'est mon image. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je voudrais dire, c'est un chat, c'est un chien, c'est un bateau, c'est une maison, etc. Je voudrais lui trouver sa classe. Et dans ma base de données, j'ai plein d'autres images, d'autres choses. Mes points jaunes, c'est d'autres images de chatons. Et mes points violets, c'est d'autres images de bateaux. Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais regarder mon image de chat. L'ordinateur, il ne voit rien, il voit un tableau de pixels. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un tableau avec des valeurs dedans. Lui, il ne voit pas de chat. Hein. Vous voyez un chat, mais lui, non. Hein. Donc, vous lui donnez ce tableau de pixels. Et ce que vous allez faire, c'est le comparer à tous les tableaux de pixels des autres images que vous avez déjà, pour lesquelles vous savez déjà s'il y a un chat ou un bateau dedans. D'accord ? Vous comparez. Vous allez calculer une distance entre
votre tableau de pixels que vous lui donnez et les autres. Vous calculez les distances. Et le plus près, ou les k plus près, donc par exemple k peut être égal à 3, on regarde les 3 plus proches voisins en calculant ces distances-là, et on regarde leur classe. Et là, dans mon exemple, pour k égale 3, j'ai deux violets, un jaune. Donc je vais donner au point rouge la classe violette. Ça va? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et donc, pour k égale 6, c'est le grand rond là autour. Bah, j'ai 4 jaunes dans le grand cercle. À l'intérieur du grand cercle, j'ai 4 jaunes, 2 violets. Donc, si j'augmente mon k, et ben, tout de suite, je donne la classe jaune. Jaune au point rouge. C'est pas si simple. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai plus de jaune que de violet à côté du rouge. Ok. Donc ça, c'est un algorithme. Ça s'implémente très bien en informatique. On regarde un point. Il faut lui trouver une représentation. Trouver la représentation d'un point, c'est pas simple. Je vais en parler derrière, mais c'est un problème en soi. Et donc les gens qui font de l'apprentissage automatique, ils sont très concernés par comment on représente un point. Comment on représente une donnée. Parce qu'une image, ça peut être un tableau de pixels, là, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais vous allez voir qu'il y a des choses, on ne sait pas très bien comment les représenter, en fait. Donc on les représente, on calcule des distances, et on lui donne la classe de son plus proche voisin. Facile. Premier algorithme d'apprentissage automatique, voilà comment on fait de la prédiction. Et alors, avec ça, on fait déjà des tas de belles choses. Hein. Par exemple, la prédiction du temps, on peut très bien faire ça comme ça. Comment on fait pour prédire le temps qu'il faisait demain? Ben, on regarde dans notre base de données les temps qui ressemblent le plus à ce que j'ai en sortie de mes capteurs actuellement. Par exemple, il fait 3 degrés dehors, l'humidité est à 100%, la pression atmosphérique à je ne sais pas combien. Je regarde quel est l'exemple qui ressemble le plus dans ma base de données. Cet exemple-là me dit dans 1 heure, il pleuvait, et donc je prédis dans 1 heure, il pleut. Voilà. Ben voilà, vous êtes des spécialistes en apprentissage automatique. Félicitations. Alors, comme je vous disais, c'est pas simple cette histoire de représentation. Et j'insiste un peu dessus parce que tout à l'heure, je vais vous parler de deep learning, puis je vais revenir là-dessus. Quel est le rapport entre le deep learning et ce dont je vous parle? Les cas plus proches voisins, c'est un algorithme de machine learning. Quel est l'algorithme? Je prends une donnée, je la compare à tous les autres points que j'ai dans ma base de données et je lui donne la classe des cas plus proches voisins. Ça, c'est l'algorithme. C'est presque écrit tel quel. C'est 4 lignes de code pour ceux qui savent coder en informatique. C'est vraiment un algo simple qui marche du feu de Dieu. Représenter les données, c'est pas simple. Donc, en fait, il y a des tas de chercheurs qui passent leur journée à essayer de trouver des bonnes représentations de certaines données. Par exemple, une matrice qui représente une image d'un 3 dessiné. D'accord ? Vous allez me dire, c'est bien comme ça, comme représentation. On a un tableau avec des nombres dedans qui représentent le 3, dessiné en couleur ou pas, peu importe. Et on peut le comparer comme ça avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand on compare avec un 3 plus petit, ou un 3 plus grand, ou un 3 déformé, et c'est pas la même écriture que l'autre, et du coup, en fait, quand on calcule les distances, elles n'ont plus rien à voir. Ah oui, mince, il faut trouver des représentations qui soient ce qu'on appelle invariantes à plein de choses. À la rotation, au changement d'échelle, à plein de choses. En fait, trouver une représentation, c'est pas simple. Donc on a des manières de faire. Alors ça, je vous en montre une, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens quand même qui se creusent la tête. Hein. Donc là, par exemple, en fait, c'est une représentation qu'on dit sous forme de code de Freeman. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend la matrice du nombre, là. On considère que quand il y a du bleu, c'est qu'il y a un 1 dans la matrice, puis quand il n'y a que du blanc, il y a des 0 dans la matrice. Lui, l'ordinateur, il ne sait pas quoi en faire de ça. Mais ce qu'on va faire, c'est on va parcourir le contour de ça. Et on va lui donner un code qui correspond à ces codes de Freeman là, c'est-à-dire en gros on part en haut à gauche là, puis on avance. Comme on avance dans ce sens-là,
ben, on va lui donner le code C pour toutes les pixels où on avance dans ce sens-là, parce que pour aller à droite, là, c'est C. Et pour aller en bas à droite, c'est D. Et pour aller en bas, c'est E. Et pour aller en bas à gauche, c'est F. Pour aller à gauche, c'est G. Vous voyez les petites lettres qui sont autour de mon espèce de rose des vents, là. Et en fait, ben, ce nombre-là, on va lui donner un code qui correspond à son contour avec ses codes de Freeman. Pourquoi c'est mieux que la matrice? Ben, parce qu'en fait, ces codes de Freeman, on va pouvoir après les comparer. On a des méthodes pour comparer des chaînes de caractères. En fait, on a des méthodes assez robustes parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi, parce que sinon, si on ne sait pas comparer des chaînes de caractères, ben, on ne sait rien dire sur les mots des gens quand ils écrivent. Ça, c'est embêtant. Et donc, en fait, on a des tas de méthodes pour comparer des chaînes de caractères. Alors, je voulais vous montrer un petit peu. Donc, de temps en temps, j'ai mis des transparents comme ça qui font « Waouh, vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. » Mais l'idée, c'est il y a un monsieur qui s'appelle Levenstein qui a proposé une distance sur des chaînes de caractères. Ça s'appelle la distance d'édition. C'est combien d'opérations il faut pour passer d'un mot à un autre. Par exemple, pour passer du mot niche au mot chien, eh ben, il faut commencer par exemple par supprimer les deux premières lettres de niche. Et puis après, on va insérer un i et insérer un n. Et donc du mot niche, on passe au mot chien. Donc il faut 4 opérations pour passer de niche à chien. Ces petites opérations d'édition, là, ça paraît rien. Mais en fait, vous savez, au téléphone portable, alors, dans la PS, peut-être pas tant. Et donc les jeunes, ils savent. Pardon, excusez-moi. Quand on tape, je m'inclus dans les pas jeunes, désolé. Quand on tape, le correcteur orthographique corrige. Et des fois, c'est pénible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très pénible. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les mots les plus proches par distance d'édition. Donc lui, il a un petit dictionnaire, et puis il calcule les distances d'édition à la volée, comme ça. Et donc, vous êtes en train de taper niche, et lui, il vous sort chien. Et non, vous n'aviez pas du tout envie d'écrire chien, mais vous avez écrit niche n'importe comment. Et du coup, il ne voit pas, parce que lui, le plus près dans sa distance d'édition, c'est chien. D'accord ? Donc ce genre de distance, c'est intéressant. Et puis une fois qu'on a ce genre de distance-là sur les chaînes, en fait, on peut utiliser l'algorithme des cas plus proches voisins. Vous vous souvenez? Parce qu'il faut qu'on calcule des distances. Donc en fait, l'algo, il est facile. Hop, tout le monde l'a compris. Vous m'avez tous dit que vous l'aviez compris. Ouais. Mais en fait, derrière, ce qui n'est pas facile, c'est 1, représenter les données, 2, définir une distance entre les données qui suit la représentation qu'on a trouvée. D'accord ? Et en fait, le chercheur, ce qu'il fait, c'est les 2 autres choses-là. Bon, le premier, vous avez vu, c'était facile. Et puis le reste, ça, c'est pas si simple. Alors, je vous donne un autre exemple, beaucoup plus utile. La prédiction d'une note à un examen. Alors ça, en général, mes étudiants, ils adorent. Donc, l'idée, c'est que à la fin de l'examen, ils arrivent, je leur demande combien de temps ils ont révisé, je regarde même pas leur copie et je leur donne leur note. Alors, c'est très facile à faire. C'est un algorithme qu'on appelle un algorithme de régression, linéaire en plus. Donc, c'est quoi les données? Vous vous souvenez, depuis le début, on apprend à partir de données d'expérience. Pour le cas de mes plus proches voisins, les données, c'est toutes les données auxquelles je vais me comparer quand j'ai un nouveau point qui arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai plein d'exemples déjà, parce que ça fait des années que je donne des notes aux examens aux étudiants. Je leur pose la question. Au début, je regardais les copies. Donc, ils me disaient, j'ai révisé 4 heures, je corrigeais la copie, et je leur mettais 12. Et puis, j'ai collecté plein de données comme ça. Non, je blague, je ne fais pas vraiment ça, mais c'est pour l'exemple. Donc, imaginons que j'ai collecté plein de données comme ça. Donc, j'ai le temps de révision des étudiants, et puis leurs notes. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver un modèle. Alors, cette fois-ci, c'est une droite qui passe par toutes mes données, de telle manière que si j'ai un étudiant qui arrive et qui me donne juste son temps de révision, c'est X, c'est ce qui est en bas là, ça c'est le temps de révision, hop, je remonte, et moi je regarde sur le Y, et là je lui donne sa note. Ok ? Alors,
comment ça marche, ce type d'algorithme? Comment on fait pour apprendre cette droite? Alors, vous vous souvenez peut-être plus parce que ça fait longtemps, mais au lycée, on apprend que, par exemple, une équation de droite, c'est y égale ax plus b. Vous vous souvenez vaguement de ça? D'accord. Vous êtes sympa. Donc, on apprend l'équation de la droite. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre? C'est apprendre le a et le b dans y égale ax plus b. D'accord? Parce que le x, ça va dépendre de combien de temps ils ont révisé. Et le y, c'est ce qu'on cherche à prédire. Donc, ce qu'on veut, c'est, on dit ça en machine learning, on dit c'est estimer le a et le b de y égale ax plus b. Et comment on fait pour l'estimer? Eh bien, c'est simple. On en pose deux. Et puis, A et B. Et puis, on regarde. Donc, ça nous fait une droite. Alors, dans y égale ax plus b, vous vous souvenez pas? Mais il y a le A qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'autre, c'est le B. Le B, l'ordonnée à l'origine. Pardon, excusez-moi. C'est l'émotion. Qui permet de savoir comment on place la droite. Puis il y en a une, le A, pardon, qui est la pente, qui dit comment on dirige la droite comme ça. Et puis il y en a une qui la soulève, d'accord? Donc des droites, en fait, il y en a plein. Il y en a une infinité. Et on veut savoir celle qui va nous permettre, étant donné nos données, de faire le moins d'erreurs possible. Ça veut dire quoi, faire une erreur? Quand est-ce qu'on fait une erreur? Une fois qu'on a appris cette droite. Alors moi, je ne les ai pas appelés ax plus b, parce que ce serait trop facile. Je les ai appelés θ1 x plus θ0, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai repris ça quelque part. Donc, une fois que j'ai trouvé ma droite, qu'est-ce que je fais? Je compare ce que j'ai prédit par rapport à ce que j'aurais dû prédire. Parce que en regardant ma droite, je peux savoir ce que je prédis, moi. Je regarde pour un x donné, quel est le y qui m'est donné par la droite. Ça, c'est le y chapeau, là, c'est celui avec un petit truc dessus, là, y chapeau, c'est ma prédiction. Je regarde ce que j'ai prédit, et je regarde ce que j'aurais dû prédire pour ce point-là, parce que je l'avais dans mes données. Je savais, celui-là, je l'avais corrigé il y a longtemps. Donc, je sais quelle est la note qu'il devrait avoir. OK? Et en fait, ce que je veux, c'est de faire le moins d'erreurs possible pour tous mes points, par rapport à ce que j'ai prédit et ce que j'aurais dû prédire. Voilà. Voilà, vous savez tout. Non, donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est un problème mathématique, ça s'appelle une minimisation. On cherche à minimiser l'erreur qu'on fait entre ce qu'on a prédit et ce qu'on aurait dû prédire. Donc le problème de minimisation, voilà, on cherche les deux paramètres A et B, θ0 et θ1 que j'ai appelé moi, mais A et B, tels que je fais la plus petite erreur possible. Donc en fait, je cherche la meilleure droite, celle qui passe le mieux au milieu de mes données, qui diminue mon erreur. Et si j'ai fait ça, donc ça, j'ai besoin de mes données pour l'estimer. Pourquoi j'ai besoin de mes données? Parce que il faut que je compare ce que j'ai prédit à ce que j'aurais dû prédire. Et plus j'avais de points de comparaison, et plus je vais avoir une estimation de mon A et mon B qui sont bons. D'accord? Fiables. Alors, comment on minimise? J'ai fait des slides sur comment on minimise une fonction. Non, je vais peut-être pas faire ça quand même. Vous voulez? Non, il y en a qui m'en voudraient. Je vois qu'il y en a qui m'en voudraient. Non, c'est pas très dur à minimiser une fonction et on apprend même à faire ça. On apprend à faire ça pour certains types de fonctions au lycée. On prend la dérivée de la fonction, on l'annule et on regarde où est-ce qu'elle s'annule. Enfin, ça se fait bien. Voilà, on a fait ça des fois dans notre vie. Et puis, alors ça, c'est pour la fonction x2, la belle parabole. Et puis la mienne, c'est celle-là, celle que je cherche à minimiser. Elle ressemble un petit peu à x2. Alors c'est un poil plus compliqué en termes de maths, mais bon, peu importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce petit algorithme hyper utile que tout le monde utilise en machine learning, régression linéaire, pas que en machine learning d'ailleurs, il y a plein de gens qui utilisent la régression linéaire, on a une façon très simple de trouver les paramètres sans faire tous les calculs. Là, on les a fait une fois pour toutes sur le papier, en fait, et après, on n'a pas besoin de les refaire, ceux-là.
On a une façon très simple de trouver le θ1 et le θ0, donc le A et le B qui font ma droite. Alors voilà, on a des formules pour les trouver. Alors je sens que vous avez envie de me croire sur parole sur le fait que ça fonctionne. Mais disons que mes données, c'est le tableau qui est sur le côté. Donc j'ai 3 données. J'ai quelqu'un qui a révisé 5 heures et qui a eu 9 sur 10. Quelqu'un qui a révisé 3 heures et qui a eu 6 sur 10. Et quelqu'un qui n'a pas révisé et qui a eu 1. 0 heure et donc qui a eu 1. Et donc j'apprends ma droite et figurez-vous qu'avec toutes les belles équations que je ne vous ai pas montrées, je sais que le rapport qu'il y a entre le x et y m'est donné par cette équation y égale 1,6x plus 1. Et ce 1,6 et ce 1, je les ai estimés à partir de mes données. Ok, je pense qu'il n'y a que ça à retenir. Hein. C'est juste, j'ai besoin des données. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai estimé une fonction mathématique. Le A et le B, ce sont les paramètres de ma fonction mathématique. Et bien voilà, vous savez tout sur le machine learning, on fait toujours ça. Des fois, c'est un peu plus compliqué que A et B à trouver. Des fois, au lieu d'en trouver 2, on en trouve 14 millions. Mais le principe est le même. On estime des paramètres par rapport aux données. Donc, ce qui est top, c'est qu'une fois que j'ai ma droite là, donc j'ai pu comparer ce que moi j'ai prédit avec ma droite. Je fais quand même des petites erreurs. Vous avez vu pour le deuxième cas, quand quelqu'un révise 5 heures, moi je lui trouve 9 aussi, je fais 0 erreur. Quand quelqu'un révise 3 heures, moi je lui mets 5,8. Alors que si j'avais corrigé la copie, j'aurais mis 6. J'ai bien fait de ne pas corriger la copie, hein, parce que bon, vu la différence. Et en plus, je fais même pas d'erreur pour celui qui a 0, qui a révisé 0 heure. Donc, c'est un modèle qui ne fait pas beaucoup d'erreurs sur mes données d'entraînement, celles qui m'ont servi pour apprendre le modèle. Je suis en train de vous donner du tas de vocabulaire là. Vous allez être des experts à la fin, je vous préviens. Et qu'est-ce que j'en fais de ce modèle? Je l'utilise quoi. J'ai des étudiants qui arrivent, ils me disent combien de temps ils ont révisé. Hop, je vais voir sur ma petite droite et je prends le Y correspondant et je leur dis quelle est leur note. Magie, machine learning. Ok? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui trouvent que c'est quand même pas normal que je note les étudiants comme ça. Je vois pas pourquoi. Ça me semble parfaitement sensé de faire ça. C'est un exemple. Je suis d'accord, c'est un exemple. La capacité d'assimilation de chaque individu. Alors, ça c'est intéressant. On me dit, mais attendez, là, vous êtes en train de prendre un modèle, mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui font rien et qui ont des super notes, et il y a des gens qui révisent des heures et qui n'ont pas des super notes du tout. Et donc, vous êtes en train de tout mettre dans un modèle, là, ça va pas du tout. En plus, c'est intéressant parce que vous voyez comment le modèle est appris. Donc là, c'est tout à fait vrai ce que vous me dites là. Mais qu'est-ce qui va me sauver? Ce qui va me sauver, c'est la diversité dans mes données. Parce que si j'ai beaucoup d'exemples, vous vous rappelez, hein, ce que je cherche à faire, c'est... Hop, pardon. Donc mes données, c'est mes petits points bleus là. Plus j'en ai, et en particulier, plus j'ai des points, on va dire, si j'ai vraiment beaucoup de points qu'on va appeler des anomalies, si on veut, des étudiants qui fichent rien et qui ont des super notes, et à l'inverse, des étudiants qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas des très bonnes notes. Si j'ai beaucoup de cette anomalie, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Mon nuage de points, il va s'étaler un petit peu partout. Et mon modèle, il va être un peu différent. S'il y a des points un peu partout, il va probablement apprendre quelque chose qui est juste, je donne la même note à tout le monde parce que j'en sais rien. C'est trop. Avec une droite, en tout cas, je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça. Maintenant, si j'ai beaucoup de points, en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, des anomalies comme ça, il y en a, hein, mais il y en a peu. Dans une classe, je ne sais pas si j'ai des profs dans la salle,
il y a toujours des très très bons élèves et des très mauvais, même ceux qui travaillent beaucoup, hein, qui ont des mauvais résultats. Mais quand même, globalement, tout se vaut là. Et donc, la partie tout se vaut, là, c'est cette droite-là. Et c'est celle-là qu'on va modéliser. Alors, c'est pas très juste. C'est pour ça que, j'espère que vous me poserez la question à la fin, c'est bien de ne pas utiliser des algorithmes de machine learning pour tout et n'importe quoi. En particulier, noter les étudiants. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, aussi par rapport à la question que vous m'avez posée. C'est que, donc là, j'ai appris une droite. Il y a 2 paramètres, A et B, à apprendre. Et on a vu que c'était pas top, parce que si on a des anomalies, hein, en fait, on va pas du tout, je vais dire un gros mot, modéliser ces anomalies. On va pas du tout, en fait, prendre en compte ces anomalies, parce qu'on va prendre on va prendre ce qu'on va modéliser, c'est un peu le gros du nuage de points. C'est vrai ce que vous venez de dire là. Mais en fait, on pourrait modéliser ces anomalies si on augmentait la complexité du modèle qu'on apprend, la complexité de la fonction mathématique qu'on apprend. On va essayer de ne plus apprendre une droite, on va apprendre autre chose, par exemple ce truc bleu là. Ça va plus être y égale à x plus b, ça va être un polynôme de degré ce qu'on veut, ça va être une logistique, ça va être plein d'autres choses différentes, plus complexes, avec plus de paramètres à estimer. Et en fait, c'est pour ça que votre question, elle est fantastique, parce que en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux de neurones. Avec les réseaux de neurones, on va donner au modèle... donc un réseau de neurones, c'est ça, c'est des neurones en réseau. Et donc chaque neurone va faire des petits calculs, et le fait de les mettre en réseau, en fait, ça va faire des combinaisons de calculs. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans un réseau de neurones? On apprend une fonction mathématique compliquée. C'est tout. Et tout à l'heure, je rigolais à peine en disant 14 millions de paramètres, parce que ça monte sans problème à 14 millions de paramètres, ce genre de choses-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on va modéliser très 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 précisément les étudiants dans les autres côtés. Donc en fait, dans les anomalies, si vous voulez. Parce qu'en fait, on va pouvoir avoir, donc en 2D, alors on n'est pas en 2D, hein, souvent avec les réseaux de neurones, mais en 2D, ça voudrait dire qu'on va passer par tous les points très exactement. Alors, en fait, passer par tous les points très exactement, ça s'appelle faire de l'apprentissage par cœur. C'est pas non plus quelque chose qu'on veut faire en apprentissage. Donc on a des méthodes pour empêcher de faire des choses comme ça, parce que si on fait du par cœur, pourtant on leur dit, on vous a dit ça toute votre vie, hein, il ne faut pas apprendre par cœur, il faut comprendre. Et bien là c'est pareil. Si vous apprenez par cœur, vous n'arrivez pas à généraliser sur des nouveaux points que vous n'avez jamais vus. D'accord ? Donc apprendre par cœur, c'est compliqué. Donc il y a des tas d'études sur l'apprentissage automatique, sur quel est le bon modèle, quelle est la bonne fonction à apprendre, quelle est la bonne classe de fonction à apprendre, pour ne pas apprendre par cœur, mais quand même bien apprendre et bien généraliser sur de nouvelles données, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le deep learning, donc c'est l'apprentissage par réseau de neurones, c'est une classe. Donc ce qu'on va apprendre, c'est d'autres types de fonctions mathématiques. On les apprend, je ne vais même pas vous dire comment, parce que c'est des maths. Tout à l'heure, vous ne vouliez pas que je fasse une dérivée, l'annulation d'une dérivée. Alors je ne vais pas vous montrer comment faire une descente de gradient tout de suite. Mais c'est le même principe que tout à l'heure, d'accord, juste plus de paramètres. Et c'est vraiment ça qu'on apprend, une fonction mathématique. Alors après... on peut penser qu'elle va gouverner le monde, mais ça me paraît quand même vachement peu probable, quoi. Enfin, on va en reparler. Donc, l'idée, c'est que c'est lié aussi à la remarque qu'on m'a fait tout à l'heure. Plus on a d'exemples, et plus la fonction qu'on va apprendre, elle va pouvoir généraliser sur de nouvelles données. Et en fait, c'est d'autant plus vrai que la fonction est complexe. Je refais ma phrase. Plus le nombre de paramètres qu'on va vouloir apprendre à estimer là est élevé, et plus il va falloir d'exemples. Et comme ces réseaux de neurones là sont gourmands, ils ont beaucoup de paramètres, ils sont très gourmands en exemples, parce que sinon,
ils apprennent n'importe quoi, ou ils apprennent par cœur, et en fait, en tout cas, ils ne généralisent pas bien. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de données pour un réseau de neurones. D'accord ? Mais ce qu'on fait derrière, c'est juste de l'estimation de paramètres de fonctions mathématiques un peu plus complexes que pour ma droite y égale x plus b, mais pas beaucoup plus complexe. Voilà, vous savez tout sur le deep learning. Incroyable. Donc, des algorithmes de machine learning, il y en a plein. Pourquoi il y en a plein ? Parce que, en fait, j'ai essayé de vous le dire déjà, en fait, ça va complètement dépendre de combien vous avez de données, à quel point vos données sont difficiles à modéliser. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de cas particuliers ou est-ce que tout le monde est à peu près pareil ? Est-ce que, en fait, on va souvent essayer de chercher le modèle le plus simple parce que c'est celui qui va permettre de mieux généraliser. Donc, la droite, là, en fait, c'est un modèle qu'on va utiliser aussi souvent qu'on peut. On ne l'utilisera que dans le cas où on a des classes d'élèves où on veut prédire la note et ils sont tous particuliers. Alors vous allez me dire, c'est toujours le cas, tous les élèves sont particuliers. Bon, c'est pour ça que mon exemple était peut-être un peu pourri, mais... Donc beaucoup d'algorithmes, et donc le deep learning en est un parmi plein d'autres. Alors, souvent quand je parle de ça, j'ai moins de... Enfin, j'ai beaucoup d'industriels dans la salle et ils ont vraiment envie de faire du deep learning. Bon, ils en savent moins que vous, hein, parce que là, maintenant, vous êtes des experts. Mais du coup, comme ils ont vraiment envie, je leur dis, mais ça marche pas pour tout, en fait. Donc, quand est-ce que c'est bien adapté ? C'est bien adapté quand vous avez, par exemple, bien identifié votre tâche. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez faire avec vos données. Ça paraît idiot comme ça, mais je vous assure que la moindre personne qui rentre dans mon bureau et qui me dit « je veux faire du deep learning » avant de m'avoir parlé de ces données, le nombre de personnes qui est rentré dans mon bureau en me disant ça est conséquent. Et en fait, la plupart des gens, ils veulent faire du deep learning, mais ils ne savent pas très bien pourquoi. Donc, il faut d'abord trouver la tâche. La tâche, c'est je veux pouvoir reconnaître des cellules cancéreuses par rapport à des cellules non cancéreuses. Ça, c'est une tâche bien définie. Je veux reconnaître tous les animaux de mon zoo. Je sais qu'il y en a 100 et je peux les nommer. Et je veux une catégorie parmi celles-ci. Je veux prédire le prix de ma maison étant donné ça, ça et ça. Ça, c'est une tâche bien définie. Eh bien, déjà, c'est pas simple, hein. Et puis après... estimer ces paramètres-là, en général, les gens, ils n'ont pas du tout assez de données pour estimer les paramètres d'un réseau de neurones. C'est très rare qu'ils aient suffisamment de données. Donc, on peut quand même utiliser le deep learning quand on n'a pas trop de données, mais dans ces cas-là, il faut avoir un problème similaire à un problème déjà existant, pour lequel on a déjà entraîné. Entraîner, ça veut dire estimer les paramètres d'eux. Entraîner un réseau de neurones, et puis on va se servir du réseau de neurones qu'on a déjà entraîné sur la nouvelle tâche. Ça aide. Et du coup, on a besoin d'un peu moins de données parce qu'en fait, on va transférer une partie de la connaissance qu'on avait apprise sur une tâche, par exemple reconnaître des chatons, et puis tout d'un coup, on veut reconnaître des tigres. Bon, la tâche est un petit peu plus loin, mais on peut quand même se servir de notre réseau qu'on avait entraîné pour reconnaître des chatons, pour reconnaître des tigres. On va juste lui donner quelques données de tigres pour qu'il s'adapte un peu, quoi. Donc ça se fait. Et puis, en fait, on n'utilise pas du deep learning sur n'importe quoi, parce que ça ne marche pas sur n'importe quoi. Ça marche particulièrement, et dans les médias en ce moment, vous en entendez parler parce que c'est spectaculaire, ça marche sur... des données qui ont une structure spatiale, temporelle particulière. Par exemple, les images. La structure, c'est en fait un chat. Et ça a toujours une structure de chat. C'est pas un truc carré avec des pieds sur la tête. En général, non. D'ailleurs, vous aussi, vous auriez du mal à reconnaître un chat si on vous montrait un truc comme ça. Et en fait, la machine aussi. Donc... ce qu'il faut, c'est trouver la structure récurrente dans les données, si vous voulez. Et le réseau, il arrive à capturer cette structure-là. Et en plus, un réseau de neurones, et c'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde s'affaire autour des réseaux de neurones, c'est que, tout à l'heure, je vous ai dit,
En machine learning, on a un problème majeur qui est la représentation des données. Vous vous souvenez les chaînes de caractères avec les codes de Freeman et tout? Et bien là, c'est un peu magique. En fait, on va apprendre la fonction qui classifie les données, comme tout à l'heure, la fonction qu'on a appris là, toujours la même, enfin, sauf que celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais en même temps, on va apprendre la représentation qu'il faut pour que cette fonction, elle arrive à classer les données. Ah, ça c'est le côté un peu magique. Mais c'est parce que on a un réseau avec plein de petits nœuds de calcul et qu'il peut faire vraiment des tas de choses. Donc il y a une partie des couches qui sont les premières couches de neurones là, qui vont servir à apprendre une belle représentation des données. Alors on va le contraindre, ce réseau, pour qu'il fasse ça et qu'on sache qu'il fasse ça. Et puis après, il va pouvoir résoudre notre problème classé. D'accord ? Donc ça, c'est assez magique parce qu'en fait, la plupart des gens qui se frottent au machine learning et qui disent oui, bah moi aussi j'ai des données, après tout, moi aussi je peux prédire l'action de Google de la semaine prochaine et devenir riche, moi aussi. Et ben, ils sont confrontés à ce problème de représentation de la donnée. Et donc, quand quelqu'un est arrivé en disant, en fait, le réseau là, on peut le contraindre de telle manière qu'il apprenne une belle représentation directement et vous n'avez plus besoin d'y penser. Alors les gens ont fait alléluia, ce qui est normal, hein, parce que c'est un problème difficile, en fait, cette représentation des données. Voilà. Alors, ce que le deep learning ne fait pas. Donc le deep learning ne fait pas le café. Alors non, parce que vous rigolez, vous. Mais en fait, même les politiques actuels, ils pensent que si. Hein. Donc ils sont persuadés que en fait le deep learning peut peut-être apprendre avec des données à savoir à quelle heure vous vous levez le matin et à lancer la cafetière. Ça c'est possible. Ça c'est une tâche qui se tient à apprendre. Mais par contre, on voit pas bien l'intérêt d'aller faire du café, le filtrer, le broyer, tout ça avec du deep learning. On voit pas l'intérêt vraiment, hein, et personne quoi. On peut essayer, hein, mais vraiment. Et puis aussi, le deep learning, ça va pas vous faire des amis. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas imaginer que avec ça, c'est une fonction mathématique, vous allez avoir Scarlett Johansson dans Her qui vous parle et puis vous tombez amoureux et tout. Ça va être compliqué en fait, parce que vous êtes en train de parler à une fonction mathématique qui a été apprise à partir de données, d'accord ? Et ces paramètres, ils ont été estimés à partir de données. Je voudrais pas ramener le débat un peu trop bas, mais on en est là. Hein. Donc pas de panique, ok ? Alors, ce que le deep learning ne fait pas non plus, c'est résoudre la crise écologique mondiale. Ça non, même plutôt l'inverse. Hein, parce qu'en ce moment, on est en train de mettre plein de centres de calcul. Je dis ça, je suis chercheuse en intelligence artificielle. Hein, mais en fait, nos centres de calcul, nos calculs, ils détruisent le monde. Hein, soyons honnêtes. Donc ça ne va pas aider, d'accord ? Et tous ceux qui vous disent on va faire du deep learning parce que ça va aider, non. Il vaudrait mieux pas en faire du tout. Et alors, je dis ça au cas où il y a des politiciens dans la salle, mais ça ne va pas aider non plus à prendre des décisions politiques. Parce qu'on dirait que si. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, ça n'apprend, ce sont des fonctions, je vais le redire encore une fois, mais je pense que c'est important, qui sont apprises à partir de données, d'accord ? Vous lui leur donnez des données pour lesquelles vous avez déjà des solutions, et lui, il apprend à pouvoir généraliser sur de nouvelles données, d'accord ? Donc si on n'a pas les solutions à la base, ça va être compliqué d'apprendre une fonction qui va prédire des nouvelles solutions. Et puis même, on peut très bien se retrouver dans le cas où un professeur mal intentionné a décidé de prendre une fonction qui va noter ses étudiants en fonction du temps qu'ils ont révisé, sans s'occuper de la personnalité des étudiants, leur capacité d'apprentissage personnel et tout ça. Et ça, en fait, à n'importe quelle échelle, on va l'avoir. D'accord ? Donc on ne fait pas n'importe quoi non plus avec des fonctions apprises sur des données
et elles ne font que ce qu'elles sont censées faire, parce qu'il faut avoir défini la tâche avant. Voilà. En fait, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je le savais. Je voulais vous montrer quand même, parce qu'on fait des jolies choses avec l'apprentissage automatique, je voulais vous montrer des exemples de projets sur lesquels je travaille, mais ça va peut-être prendre un peu de temps, alors je ne sais pas trop. Donc là, je fais de l'aide à la sécurité sur les télésièges, c'est de la vision par ordinateur. On a des caméras sur les poteaux des stations de ski au moment où les gens rentrent sur les télésièges. Et donc l'idée, c'est de pouvoir détecter des situations à risque, détecter des enfants tout seuls parce qu'ils n'ont pas le droit d'être tout seuls sur les télésièges. Et on peut faire des tas de choses, genre arrêter le télésiège, voire même le faire reculer. Si, j'ai vu à l'œuvre. On peut faire reculer un télésiège. Et donc c'est sympa parce que là, la vision sert à faire de l'aide à la décision pour les gens qui sont dans les petites maisons là en bas et qui doivent traiter et réagir rapidement alors qu'ils n'arrivent pas à tout voir en fait parce que pendant ce temps-là vous vous êtes pris le pied dans la chaussure et vous êtes tombé par terre et ils sont en train d'essayer de vous relever. Pendant ce temps-là, il y a 2 enfants qui sont montés sur le téléchaise. Enfin bon, bref, voilà. On fait aussi de l'agriculture durable, donc on a plein de projets là-dessus. On détecte l'ovulation des vaches, le bien-être des truies, plein de choses comme ça. Je vous assure, on fait des trucs comme ça. On fait de la détection d'objets pour les voitures autonomes. Certains des composants sont... alors, je vous montre. En fait, les couleurs, c'est ce qui a été détecté en temps réel par la machine. Donc en fait là il y a une couleur rosâtre, là c'est la route, donc tout ça il sait que c'est de la route, ça il sait que c'est un trottoir, donc il donne pixel par pixel en fait la classe de chacun des objets, les personnes et tout. On sent bien que c'est utile de détecter les personnes quand on a une voiture autonome. Et voilà. Donc on peut faire des tas de choses quand même, hein. Je dis pas que c'est pas spectaculaire, mais voilà, pas tout quand même. Donc, je vais conclure. L'IA est une science. L'intelligence artificielle est une science. C'est pas un être virtuel, omniscient et omnipotent, d'accord ? Pas de panique. L'IA ne se résume pas à l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique est un sous-domaine de l'IA. Et le deep learning n'est qu'une sous-partie de l'apprentissage automatique, d'accord ? Il y a plein d'autres algorithmes d'apprentissage automatique. Le deep learning en est un, c'est pas le seul. C'est utile, mais il faut savoir trouver son contexte, c'est-à-dire c'est pas utile pour tout le monde et pour tous. C'est utile quand on a un certain type de données pour résoudre un certain type de problème. Mais il faut arrêter de vouloir absolument faire rentrer des carrés dans des ronds, d'accord ? Des fois, ça sert à rien de vouloir faire du deep learning. Et le deep learning n'est pas la totalité de l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai fini. Je t'avais dit que j'étais bavarde. Merci beaucoup Elisa pour cette présentation très intéressante je pense et puis qui aura permis de démystifier certains pans de l'IA et du deep learning. Donc je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Vu que la présentation est filmée, si vous avez une question, attendez que le micro arrive jusqu'à vous pour qu'on puisse vous entendre aussi sur la vidéo. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Juste une question, comment on peut rendre le deep learning moins gourmand au niveau énergie ? Alors, il y a des gens qui travaillent dessus, hein, mais donc, alors, de plein de manières différentes. Soit on apprend un modèle et après on cherche à le comprendre, parce que donc on apprend un modèle et déjà cette partie apprentissage, c'est-à-dire estimation des paramètres, c'est la plus gourmande de toutes. Cette phase-là, c'est la plus gourmande en énergie électrique, par exemple, juste pour donner l'énergie aux calculateurs, aux GPU qui sont utilisés, aux cartes qui sont dans les grands calculateurs, pour estimer ces paramètres. C'est long à faire, ça se fait par étapes, c'est vraiment long.
bon, comment on évite cette phase-là, en fait, on n'utilise pas du deep learning, on utilise un autre modèle de machine learning, peut-être plus petit, peut-être moins gourmand, qui va probablement répondre un pouillet moins bien aux problèmes, mais quand même, en fait, il va falloir faire un compromis entre les performances du modèle, c'est-à-dire de la fonction mathématique qu'on a apprise, et à quel point il va être énergivore, en fait. Donc, je pense qu'il y a un compromis à faire. Il faut accepter de faire un peu moins bien, mais que ça coûte moins cher en termes d'énergie. Après, il y a aussi une partie d'énergie qui est utilisée une fois que le modèle est appris, quand il est en production, on dit, c'est-à-dire que quand on l'utilise dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, s'il faut prédire le temps, on prédit le temps, je sais pas, toutes les demi-heures, toutes les heures, à chaque fois, il va falloir réutiliser ce modèle-là. Et là, il y a des gens qui travaillent sur comment compresser les modèles, comment ne garder que les parties du modèle qui sont réellement utiles, pour éventuellement le rendre moins énergivore en phase d'inférence, c'est-à-dire au moment de la prédiction. En fait, actuellement, il n'y a que les mettre au point un réseau de neurones, un gros réseau de neurones, deep, profond, donc, avec beaucoup de couches. Ah oui, je ne vous ai pas dit ça, deep. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup de couches. À partir de 2, c'est deep. D'accord? Deux couches. Donc, un réseau profond... mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai complètement perdu le fil. Mais ouais, non, en fait, c'est pas toujours nécessaire d'utiliser du deep learning pour apprendre. C'est juste la meilleure manière de faire. Ah oui, non, je voulais vous dire que les universitaires étaient incapables de mettre au point ce genre de réseau maintenant, parce qu'en fait, ça demande des calculs sur un nombre de machines que l'on n'a pas à notre disposition, que l'État essaye de nous mettre à disposition en ce moment, c'est les plans Villani et tout ça, pour qu'on devienne compétitif par rapport aux grands groupes type Facebook ou Google, pour mettre au point de nouveaux réseaux pour nos propres problèmes. Mais en fait, mettre au point un réseau, c'est compliqué, parce qu'il y a à la fois cette partie apprentissage, mais il y a aussi une partie exploration de toute l'architecture du réseau. On ne sait pas combien on met de neurones, on ne sait pas combien on met de couches. Alors, il y a plein d'autres paramètres sur comment on apprend, qu'on peut changer. Et en fait, explorer toutes les combinaisons pour trouver le meilleur réseau par rapport à un problème donné, ça, c'est ce qui est le plus gourmand. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui dit que les réseaux de neurones usuels qu'on utilise, par exemple, pour faire du traitement de langage naturel, donc du traitement du texte, par exemple, ou du traitement de la parole, juste entraîner ce réseau, donc trouver l'architecture, entraîner ce réseau, ça prend autant l'empreinte carbone, c'est la même que 5 voitures qui fonctionneraient tout le temps, du début jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, ça c'est l'empreinte carbone d'un apprentissage de réseau de neurones. Je peux me déplacer si tu veux. Hein. Le micro est resté sans voix par rapport à l'empreinte carbone du deep learning. Bonsoir. Y a-t-il des comités d'éthique en matière d'intelligence artificielle ? Alors, ouais, entre-temps, ça marche. Alors, il y a des groupes de travail. Je ne sais pas si on peut parler de comité d'éthique. Il y a des groupes de travail à tous les niveaux.
il n'y en a pas beaucoup au niveau international. Il y en a au niveau européen. Ça donne des régulations comme la RGPD, hein, qui fait en sorte que en fait, les algorithmes et les résultats fournis par les algorithmes soient le plus transparents possible. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les décisions qui sont données par les algorithmes pour pouvoir vérifier. Donc il y a des régulations. Après, des comités d'éthique. Pas à ma connaissance. T'en sais plus que moi. Comité d'éthique sur l'IA. Comité. Si, je pense que. Si, Ganassia. Comité d'éthique. Non. Donc, on n'est pas sûr de la réponse, vous voyez. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est une question qui interroge quand même beaucoup de chercheurs. Il y a un comité d'éthique au CNRS et dans les organismes scientifiques. Ils ne sont peut-être pas spécifiques sur l'IA, mais c'est des questions qui se sont posées. Ouais. En fait, je l'ai pas identifié et je saurais pas vous dire qui, quoi, comment. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises, mais. C'est des questions qui sont discutées, c'est certain, mais en fait, il faut surtout légiférer, savoir qu'est-ce qu'on peut laisser faire à un algorithme, qu'est-ce qu'on peut pas laisser faire à un algorithme. Et en plus, je suis même pas sûre qu'il faille légiférer au niveau national. Il faut monter, et on le fait pas du tout au niveau international parce qu'on n'est pas tous d'accord de pays en pays. Donc je sais pas trop. Il y a des gens qui réfléchissent à la question. Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent ça c'est possible, ça c'est pas possible? Pour l'instant, non. Voilà. Et puis, du coup, pour répondre à cette question, l'éthique en intelligence artificielle, comme tu le disais au début de la présentation, c'est une sous-partie des recherches en IA. Donc il y a des gens qui font des algorithmes de deep learning et puis il y a des gens qui réfléchissent aux questions éthiques que soulèvent les travaux en intelligence artificielle. Ouais, c'est pas les mêmes en général. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de normalisation des comportements en mettant sur le bas-côté tous ceux qui ne rentrent pas dans un formatage qui aurait été préétabli par des algorithmes qui auront décidé que les humains doivent se comporter comme ça face à telle situation? Je vais vous citer un exemple. Je n'ai pas de carte bancaire, je paye par chèque. Et dans mon magasin, où je vais systématiquement, ils ont fini par refuser mon chèque parce qu'il y a un algorithme qui a dit que si on fait les courses toujours à la même heure, en payant toujours de la même façon, les chèques sont volés. Alors que j'ai pas volé le chéquier. Je sais, c'est moi qui ai fait l'algorithme. Bon ben merci, hein. Merci beaucoup. Alors grâce à vous, ça a été un vrai bordel. Mais non, mais c'est complètement absurde, quoi. Et ben moi j'ai dit, les gens, il y en a combien qui vont rester sur le bas côté parce qu'ils rentrent pas dans la catégorie normalisée? Mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus maintenant, vous savez, c'est grave. Vous savez pourquoi il ne faut pas faire ça? Pourquoi il ne faut pas laisser des décisions de vie ou de mort à un algorithme? Parce qu'un algorithme, c'est une fonction mathématique apprise sur des données, que les données, pour que l'algorithme soit juste, il faudrait que les données soient universelles, totales. Voilà, qu'elles prennent tout, c'est pas possible. Qu'elles sachent tout. C'est le même problème pour la voiture autonome actuellement, d'accord? On peut très bien, y a les voitures autonomes sur les autoroutes conduisent très bien, elles arrivent à doubler. Enfin, on peut faire des tas de choses avec une voiture autonome. Le problème, c'est que quand on arrive en ville, que Madame Michu est en train de déménager, qu'elle a laissé son camion ouvert devant, que la voiture, elle est incapable de savoir que le camion, il va pas démarrer avant 4 heures, que pour un peu que l'algorithme ait vu suffisamment de données de déménagement et décidé de déboîter à ce moment-là, elle n'a pas prévu que la classe était en train de passer derrière le camion et que on a tout un train d'élèves de 5 ans derrière. Et des cas comme ça, en fait, pour pouvoir les gérer, il faut les avoir eu dans les données. Mais donc ça je suis sert totalement à quoi d'encadrer tout comme ça humainement? Mais c'est horrible. On va être complètement pris dans un grillage, un maillage qui aura été préétabli, où l'exception sera condamnée ou rejetée ou n'existera pas. Enfin, moi, je trouve ça terrible parce que l'exemple du chèque, ça veut dire qu'on y est, quoi. Je suis désolée. Votre grand-père a fait une crise cardiaque, votre grand-mère de l'autre côté a fait une crise cardiaque. On vous interdira de monter dans un avion parce qu'il y a un con d'algorithme qui aura décrété. Il suffit d'avoir 2 ascendants qui ont fait une crise cardiaque pour pas avoir le droit
droit de monter dans un avion. Oui, mais la je suis vie tout va à fait être d'accord un avec vous. enfer. Et en fait, on y est là. C'est pas dangereux. On n'est pas au point. Le deep learning, c'est pas au point. On est avec des abrutis qui vont utiliser des machines qu'ils maîtrisent pas. Vous êtes des scientifiques. Vous savez les fabriquer, ces machines. Vous êtes sages. Mais les crétins qui les ont entre leurs mains, ils sont pas sages. Ils liront même pas le mode d'emploi. Et ils vont systématiser à coups de massue tout ce qui sera pas normal. Déjà, on doit être normal. Hein. Déjà, quand on est atypique, on est marginalisé. Mais alors, quand ce sera un algorithme qui dira dans quelle case vous devez rentrer, mais punaise, mais les poubelles, elles vont exploser. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Et c'est pas pour demain, ça, c'est pour tout de suite. C'est maintenant. Alors, c'est pas pour tout de suite si il y a suffisamment de personnes comme vous qui viennent écouter des gens comme moi. Non. On n'est pas obligé. Je pense que ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, des fois un peu cyniquement, mais c'est que sert à rien de mettre des algorithmes partout, on n'en a pas besoin partout, et puis parfois ce sera néfaste, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et oui, sans rire, cette histoire de chèque, c'est vrai, quoi. Enfin, je travaille avec des entreprises qui essayent de savoir, essayent de détecter automatiquement quand est-ce qu'il faut refuser des chèques bancaires, et on a des algorithmes qui arrivent à des choses du genre si vous avez fait vos courses et que c'est toujours le même montant, la même heure, eh bien, probablement, avec une forte probabilité, votre chèque est faux. Et alors vous, l'utilisateur derrière, vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire de probabilité? Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais je suis totalement d'accord. Mais après, on peut vous dire que... Non, mais je suis d'accord. Après, on peut vous dire que le fait de faire ça, ça économise à Worldline et à plein d'autres compagnies qui s'occupent de vos chèques, des tas d'argent parce qu'ils prennent moins de risques et du coup ils ont moins de chèques volés. D'accord, il y a forcément, c'est toujours un problème de profit à la fin. Est-ce que ça va plus rapporter que ça va coûter? Par exemple, la voiture autonome, on est d'accord que si elle fonctionne bien, ça va sauver des vies. Bon, ça va aussi des fois mal fonctionner et des fois on va écraser des classes d'enfants qui sortent derrière. Pardon, excusez-moi. La question, c'est est-ce qu'on va sauver plus de vies que d'autres? Par moment, oui. Mais je suis d'accord avec vous. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce que c'est le monde dans lequel on a envie de vivre? Enfin, oui. Mais vous savez, non mais en fait, c'est terrible parce que je suis en train de faire l'avocat du diable alors que je suis d'accord avec elle. Si on demande aux gens, par exemple, est-ce que vous préférez que ce soit un algorithme? Donc, aux États-Unis, ils ont mis des algorithmes partout pour savoir si les gens doivent être libérés sur parole, pour savoir si vous allez avoir vos prêts, pour savoir. Et la question, c'est de savoir est-ce que vous préférez que ce soit un algorithme qui le fasse et qui potentiellement fasse des erreurs. Alors pas parce que l'algorithme est mal programmé, hein, mais juste parce que les données sur lesquelles il a appris sont biaisées d'une certaine manière. Est-ce que vous préférez que ce soit un algorithme qui fasse ça, que vous sachiez comment fonctionne l'algorithme, que quelqu'un ait pu vous expliquer comment, avec quelles données il a été appris et pourquoi il prend cette décision-là? Ou est-ce que vous préférez que ce soit un humain qui fasse exactement la même chose? Parce que l'humain fera pas mieux. Il aura les mêmes biais, les mêmes problèmes. Alors, c'est plus acceptable quand ça vient de l'humain. C'est dur, en fait. Je sais que je suis en train de faire un revirement de situation là, mais c'est parce que je danse d'un pied sur l'autre en permanence aussi avec ma conscience. Mais c'est pas dit du tout que l'humain fasse mieux, en fait, dans plein de cas. Non, mais à partir du moment où il faut prendre des décisions... C'est moins frustrant. C'est vrai, mais le côté systématique, ça arrange aussi beaucoup de gens, quoi. Bon, il y a d'autres questions, pardon. Ouais. C'était sur le même sujet ou...
Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai juste une question. Au fond, de ce que j'ai compris, votre IA, elle repose vraiment sur des vérités statistiques, en quelque sorte, sur des données qui vont faire sortir une statistique. Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, j'ai entendu parler de météo. La météo, à une certaine époque, elle était liée à une théorie du chaos. Et avec une théorie qui est une théorie mathématique assez connue. Est-ce qu'il y a des liens entre le modèle issu de la théorie du chaos et l'IA? Est-ce qu'il y a des travaux? Alors, donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut intégrer des modèles physiques à ce qu'on apprend? Alors, la réponse est oui, de plusieurs manières. Alors, la raison pour laquelle nos météorologues ne prédisent pas toujours bien le temps, encore aujourd'hui, c'est que, alors qu'on a beaucoup de données, c'est qu'en fait, le problème est complexe. Parce qu'en fait, la prédiction ne dépend pas que des quelques variables qu'on a collectées, et comme vous l'avez dit, en fait, c'est un phénomène physique complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui interagissent entre eux, et donc il faudrait pouvoir les modéliser. Alors comment c'est modélisé? C'est soit modélisé dans la partie représentation des données, d'accord? Donc essayer de prendre en compte au moment où on représente la donnée, ce qui nous dit, voilà, notre donnée c'est ça, sa représentation c'est ça, et on dit qu'il fait beau. À ce moment-là, on peut essayer de prendre en compte le modèle physique, ou sinon, si on a une idée claire de ce qui est en jeu, ce qui n'est pas forcément le cas pour le temps, on peut essayer de contraindre le modèle qu'on va apprendre pour qu'il soit plus proche de ce qu'on cherchait à apprendre. C'est ce qui s'est passé pour les réseaux de neurones convolutifs, je ne sais pas comment on dit ça en français. En fait, on a contraint le réseau à apprendre ce qu'on faisait depuis des années en traitement du signal et en traitement de l'image, c'est à produire des convolutions. Des convolutions, c'est des opérations mathématiques bien définies, mais en fait, on l'a contraint de telle manière à l'obliger à produire des convolutions, parce qu'on sait que ces convolutions, c'est ce qui permet, par exemple, de filtrer les fréquences de certains signaux. C'est ce qui permet d'extraire, par exemple, d'une image les contours des éléments. Ces convolutions-là, on sait que ça produit de l'information qui est intéressante, discriminante. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut. C'est souvent dans la représentation ou en contraignant le modèle. Mais sur certains modèles vraiment très complexes, comme le temps, on ne l'a pas bien fait. Ouais. Les courants, en fait, tous les modèles globaux. Ce qu'on sait bien faire, c'est représenter des modèles physiques très localisés. Dès qu'il faut regarder quelque chose global, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Bonjour, je voulais rebondir sur la question de la dame tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a pas mal d'armées, alors je pense notamment à l'armée américaine, qui travaille justement sur les intelligences artificielles. Et je voulais vous poser la question, alors déjà, outre la question d'ennemis et d'alliés qui reste quand même plus que floue, qu'est-ce qui, en cas d'erreur de jugement de la machine, va déjà garantir qu'il n'y ait pas d'erreur? Et s'il y en a une, qui sera blâmé entre la machine ou le programmeur? Parce que, par exemple, un soldat prend une mauvaise décision, on sait que c'est le soldat ou l'officier qui sera blâmé. Là, en l'occurrence... Bon, alors en fait, vous n'avez pas compris ce que j'ai raconté aujourd'hui. Zut. Alors, c'est pas grave, je redis. L'algorithme, il est codé. Si le programmeur il code raisonnablement bien, l'algorithme est déterministe. Il est déterministe, ça veut dire que, étant donné une manière dont il a été appris et une donnée en entrée, il donnera toujours la même réponse. Il est déterministe. D'accord ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va faire qu'un réseau est plus ou moins bien appris ? Les données sur lesquelles on l'a appris. Un réseau ou n'importe quelle autre fonction mathématique. Qu'est-ce qui va faire qu'on a bien estimé cette droite y égale à x plus b ? C'est les données sur lesquelles on a appris. Donc pour répondre à votre question,
Peut-on assurer qu'un réseau ou qu'un modèle mathématique ne fera jamais d'erreur? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, pour ça, il faudrait garantir avoir vu tous les types de données possibles qu'on verrait après coup. D'accord? Donc c'est mort. Ça n'existe pas. D'accord? C'est une estimation, on le modélise très bien en mathématiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire un échantillon d'une loi qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quel est l'ensemble des données possibles qu'on peut avoir. D'accord? Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'on pourrait être sûr qu'un algorithme ne fera jamais d'erreur, alors qu'un modèle, parce que l'algorithme il ne fait pas d'erreur, il est comme ça, il fait ce qu'on lui dit et c'est tout, mais qu'un modèle mathématique appris sur un certain type de données ne fera pas d'erreur pour une tâche donnée? Non, on ne peut pas garantir ça. Après, on peut faire en sorte qu'il soit le plus précis possible en lui donnant le plus de variété possible. Alors, après, la responsabilité. La responsabilité, c'est la responsabilité du politicien qui a autorisé qu'une machine qui prenne des décisions toute seule, sachant qu'elle ne peut pas, qu'on ne peut pas garantir à 100% son exactitude. Mais l'humain non plus, hein. L'humain il fera l'erreur pareil, hein, parce qu'au final, si au lieu de donner au drone la possibilité de tirer, vous mettez un humain sous stress qui regarde une image qui est complètement voilée parce qu'on est en pleine tempête de sable ou n'importe où, et qu'on lui demande de prendre une décision en un quart de seconde qui peut changer sa vie, hein, il y en a eu beaucoup qui ont été confrontés à ça, l'humain il fait bien pire que la machine, d'accord? Donc il faut arrêter aussi de penser que parce qu'on laisse les machines faire, ça va faire n'importe quoi, hein. L'humain ferait en général pas mieux. Mais bon. Et donc la responsabilité, c'est la personne qui a dit que ça c'était ok, que la machine pouvait prendre la décision. Mais la décision que va prendre la machine, enfin, je veux dire, en vouloir au programmeur, c'est complètement idiot. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas moi. J'en reste sans voix. Il y a une question juste à côté. Pardon. Donc j'ai une question là, une devant, une derrière. Je suis sûr qu'il y en aura jusqu'au bout de la nuit, donc je vais continuer à faire circuler le micro. On m'a juste demandé de vous faire passer l'annonce qu'il y avait aussi d'autres conférences, des mini-conférences dans le cadre de la fête de la science. Donc je pense que notre conférencière ne sera pas offusquée si vous décidez de profiter de la nuit de la science à l'UBS. Ça lui fera moins de questions. Je ne serai pas offusquée. Ça lui fera moins de questions auxquelles il faut répondre, mais dans tous les cas, elle est encore là, donc on va pouvoir continuer sur des questions. Mais sinon, il y a d'autres conférences, d'autres mini-conférences dans le bâtiment NCIBS et à l'UFR-SSI. Je continue avec les questions, du coup. Ouais. Alors, moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube avec 2 intelligences artificielles. C'est vraiment effrayant. De Google Home, on dit OK Google, et on va dire que la vidéo a tourné, et ça fait presque les mêmes vues que Gangnam Style, presque des milliards de vues sur YouTube. Et c'est vraiment effrayant parce qu'en fait, on voit 2 intelligences artificielles en train de discuter, et au fur et à mesure de la conversation, ça devient de plus en plus terrifiant parce qu'ils parlent d'un langage qu'on ne comprend pas, où ils parlent de, je sais pas, détruire la race humaine ou des choses comme ça, où ça parle des fois de choses que moi-même je comprends pas au niveau des machines. Et moi je me pose la question, est-ce que à l'avenir tout ça sera bien contrôlé? Vous avez regardé la source de cette vidéo? Je m'en rappelle plus trop, mais c'est une vidéo qui a pas mal tourné aussi sur les réseaux sociaux. Et donc comme on l'a vu beaucoup de fois, elle est fiable? Non, pas tellement, non, parce que j'ai vu J'ai vu justement aussi une vidéo avec Jimmy Fallon qui était en interview avec un robot. Et on va dire que le robot, quand il discutait et faisait des choses avec la personne, on va dire que des fois, quand ça souriait, c'était genre bonjour, je viens détruire la Terre, merci, au revoir. Je détruis l'être humain comme dans Terminator. Donc j'ai vu des vidéos comme ça de Jimmy Fallon
qui vient des États-Unis, tout ça. Alors, voilà. je vais pas polémiquer. Bon, je crois que je connais assez bien mon domaine, mais peut-être que je connais pas tout. Hein. Je ne crois pas que ça, alors qu'on arrive à programmer un robot à avoir des expressions particulières, bien trouvées au bon moment. Why not? On fait plein de belles choses. Hein. Qu'on arrive à programmer un robot, j'insiste sur le programmer, hein, mais bon, qui réagit de manière sensée avec ses propres mimiques, qui ressent quelque chose et de réellement non programmé, hein, qui est spontané. Non, je vois pas. Je vois pas parce que en fait, je vous expliquais ce qu'il y avait derrière, d'accord ? On peut mettre des algorithmes bout à bout, mais on peut mettre des algorithmes bout à bout de manière assez élaborée, mais ça non. Donc après, en fait, on peut vouloir croire à ça. Alors, faire du montage, faire du script, c'est-à-dire faire répéter les gens pour qu'il y ait ci ou ça, faire peur aux autres, ça se fait très bien, d'accord ? Des manières de faire des fakes, il y en a à l'appel. Après, ok, mes connaissances en machine learning ne me permettent pas de dire que ça c'est possible. Je vais juste... Merci. On va juste continuer les questions. Juste la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas deux ordinateurs qui parlaient entre eux, qui auraient recréé un langage je suis pas une youtubeuse hors pair, donc je regarde pas beaucoup, donc mais je vois pas comment c'est possible en fait, et je vois pas comment le langage qu'ils ont créé peut être un langage dans le sens langage du terme, c'est-à-dire qui puisse se redécoder, qui soit complètement sorti de nulle part. En fait, ça n'a... C'est peut-être une vidéo générée par Deep Learning. Ouais, c'est possible. Ouais, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a quand même beaucoup de fausses annonces. Bon, et je vois pas. Alors après, vous pouvez crier au complot... Ah, si votre fils fait du deep learning et qu'il vous l'a confirmé, alors je ne peux plus rien faire contre ça. Bonsoir. Comment dire ? Je voulais revenir sur une... Je suis devant. Pardon. Non, sur Alan Turing, que vous avez cité au tout début, donc, qui avait défini l'intelligence artificielle au début des années 50, si mes souvenirs sont bons. Il avait donc fait un... Il n'avait pas appelé ça comme ça, mais... Oui, pardon pour mes approximations. Il avait fait, il me semble, un test, le fameux test de Turing, qui permettait en fait donc de créer une conversation en fait avec une machine et un être humain. Je voulais savoir... Alors, l'idée du test de Turing, c'était d'avoir un être humain qui parle à une machine. Il ne sait pas que c'est une machine. Et en fait, le but, c'est justement de pouvoir avoir cette conversation sans détecter qu'en face, il est en face d'une machine. À ma connaissance, il y a beaucoup de programmes, j'insiste sur programmes, qui ont passé le test de Turing. Parce qu'en fait, en restant évasif, de manière scriptée, c'est-à-dire en répondant des choses... Donc ça demande quand même des jolis algorithmes, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut comprendre, encore une fois, l'intention de l'utilisateur, et c'est pas forcément tous les mots qu'il dit, son intention. Il faut essayer d'associer. Donc, ça veut dire faire des requêtes sur le web, faire des requêtes pour essayer d'enrichir ce qui est dit. Enfin, c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire.
Mais par contre, on le fait assez bien, quoi. Donc ça, c'est possible. Donc c'est quelque chose qui est fait. C'est pas comme par exemple les assistants Google ou Alexa ou même Siri on voit bien qu'ils sont assez limités en termes de discussion. Ouais, mais bon, apparemment, ils arrivent à parler entre eux et inventer des langages. On n'arrête pas le progrès. Alors j'essaye de prendre les questions dans l'ordre. Donc il y avait une question là-haut. Après, je vais redescendre ensuite. Merci. Bonsoir. J'ai pas assisté à la totalité de la conf, donc je vais peut-être... Bon, je vous huerai si vous auriez dû savoir quelque chose. Oui. Donc, lors d'enquêtes publiques, si vous voulez, par le biais de l'informatique, est-ce que les réponses et les commentaires apportés par le public informatique peuvent être corrigés par un algorithme? Oui, si on l'entraîne à faire ça. Enfin, un algorithme d'apprentissage ou même un algorithme, on pourrait corriger les fautes d'orthographe, on pourrait remplacer... je sais pas moi, Macron par président. Non, il faut que j'arrête avec ça. On pourrait, oui, c'est facile, oui. Par contre, il y a quand même une certaine régulation. Maintenant, on peut pas faire tout et n'importe quoi. On peut pas mettre à disposition des données personnelles. On peut pas. On est obligé de faire en sorte que la mise à disposition de données, comme on est obligé de faire, par exemple, Enedis est obligé de mettre à disposition une partie de ces données de compteurs Linky et tout ça, mais ils sont obligés de les agréger suffisamment pour qu'on puisse pas remonter à une seule personne. Alors de temps en temps, il y a des loupés phénoménaux. Il y en a eu un récemment sur en droit, je crois que c'était sur les notaires qui avaient divulgué des données de prix des maisons dans les quartiers, et en fait à force de recoupe d'informations, on finissait par pouvoir dire quel était le salaire de quelqu'un, combien il avait acheté à sa maison, quand est-ce qu'il avait acheté. Enfin, on pouvait remonter à des informations personnelles très sensibles, on va dire. Bon, ça, c'est des gens qui mettent à leur disposition les données sans réfléchir à l'utilisation qu'elles peuvent être faites. Après, transformer des données, oui, on peut le faire. Vous savez, on n'a même pas besoin de remonter juste à des questionnaires, hein. Vous avez vu, je ne sais pas combien de vidéos de Donald Trump pour lequel on a changé le visage, on a mis juste quelqu'un d'autre, ou on lui a fait dire autre chose, des vidéos qui ont l'air tout à fait réalistes. On peut le faire avec des textes, c'est encore plus facile. En fait, oui, on peut tout faire informatiquement, mais là, on n'a pas besoin de parler d'intelligence artificielle, hein. On peut faire ça. C'est pas très dur à faire d'un point de vue automatique, quoi. D'accord. Et donc, la régulation, là, c'est pas encore en route. Donc, par exemple, dans ce gouvernement, ça peut pas être le cas. Si, il y a la régulation, par exemple, sur les données publiques. Donc, il y a une ouverture obligatoire des données publiques qui est légiférée. Donc, il y a les données publiques qui sont mises à disposition ne sont pas censées être des données sur lesquelles on peut revenir à des données personnelles. Enfin, si, la loi est déjà en place sur certains points. Après, ce que les gens font, ce que monsieur et madame tout le monde font avec les données dans leur coin, l'État, il fait ce qu'il peut avec ses données à lui. Mais rien ne m'empêche, moi, de prendre... deux vidéos de Cortana et d'Alexa et de les mettre côte à côte et de dire qu'en fait elles sont en train de se parler et d'enregistrer un boogie-boulga de Klingon derrière pour faire croire qu'elles sont en train de parler ensemble. C'est facile. Je veux dire, on peut faire ça. D'accord. Donc, ça, si vous voulez, en fait, lors d'un débat sur justement le sujet des déchets radioactifs, j'ai envoyé une réponse qui avait plutôt une tendance humaniste, et la réponse m'a été donnée qu'on ne comprenait pas ma réponse. Voilà, donc ça expliquerait peut-être... Alors après, rien n'empêche le gouvernement de traiter
automatiquement certaines requêtes. D'ailleurs, ils utilisent de plus en plus de chatbots, là ils en mettent partout actuellement, qui sont censés analyser automatiquement les textes pour pouvoir répondre plus rapidement. Alors ça c'est le vœu pieux, hein, répondre plus rapidement à l'utilisateur de manière plus personnalisée, mais ils font de l'analyse automatique de texte pour essayer de catégoriser. Lui ce qu'il veut c'est mettre les déchets radioactifs dans un endroit sécurisé. Alors c'est plutôt ce genre de réponse-là qu'on va donner. Et peut-être que si le programmeur qui a programmé ce truc-là a mis une case « je ne sais pas », vous vous retrouvez à avoir une réponse qui dit « je ne comprends pas ce que vous avez dit ». C'est tout à fait possible. Rien n'empêche par contre l'État de répondre automatiquement, l'État ou n'importe quel service, la CAF, la MGEN, tout ce que vous voulez, de répondre automatiquement à des lettres. Mais la plupart du temps, il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle pour ça. Hein, mais bon. Ouais. Alors moi, ça fonctionne ? Ouais. Alors moi, ça me fait peur, tout ça, parce qu'en fait, j'aimerais savoir, ma question tout simplement, est-ce qu'un groupe de terroristes pourrait faire une guerre mondiale sur du réseau à partir de ça, en fait ? En contrôlant tous les comptes bancaires ou autres, la vie privée des gens, où ils habitent, tout ça, quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, tout ça. On est d'accord. Je ne sais pas si vous lisez la science-fiction. Barjavel, vous lisez Ravage de Barjavel, c'était déjà le cas, et ça a un certain nombre d'années. Le fait que plus on automatise des choses, plus le fait de prendre contrôle de ces choses-là devient un problème. On imagine juste un blackout d'électricité. On n'a plus d'électricité, plus rien ne fonctionne à l'électricité. Plus on va mettre de choses qui demandent de l'énergie électrique, et plus, si tout s'arrête, elles ne marcheront pas. On n'a même pas besoin d'attaques terroristes. Hein. On peut s'en sortir tout seul. Un tsunami, une explosion nucléaire. Oui, plus on va automatiser de choses, et moins ça va être des choses manuelles, et plus on prend le risque que quand ça marche pas, et en plus, alors le problème c'est pas les IA, hein, les algorithmes. Enfin, c'est sûr que si on utilise un algorithme pour décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, et que quelqu'un s'introduit dans la machine et remplace cet algorithme par quelque chose qui dit il faut les tuer tout le temps, un peu à la... je ne sais pas, je perds mes mots. Oui, ça peut poser problème, mais c'est pas vraiment un problème d'IA, c'est un problème d'avancée technologique mondiale, globale. Ouais, je pense que la peur que vous avez actuellement, on l'a eu au moment où on a commencé à transformer les usines et à les automatiser. Enfin, c'est normal parce que on est en train de ce que disait la dame tout à l'heure. C'est vrai que c'est effrayant. En fait, on est en train de donner de plus en plus de pouvoir, si on veut, aux machines. Mais les machines, elles ne prennent pas le pouvoir. On leur donne le pouvoir, d'accord ? Et après, bon. Mais je suis d'accord avec vous, ça pose question. On a envie de retourner élever des chefs dans le Larzac, tous, hein, on est d'accord. Mais bon. Non, vous n'avez pas envie ? Moi j'ai envie. Alors, oui. J'aurais une question peut-être un brin plus technique. Qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage par renforcement par rapport aux techniques actuelles qui sont utilisées ? Je pourrais aussi parler d'apprentissage symbolique, par exemple. Toutes les techniques comme ça qui sont... Alors non, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une opposition entre mon apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement. C'est une autre. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous parle d'apprentissage supervisé. C'est quand on a les exemples et les étiquettes. On peut faire de l'apprentissage non supervisé, où on a juste les exemples. Et on essaye, par exemple, de regrouper les éléments qui se ressemblent entre eux. Et en apprentissage par renforcement, c'est encore un autre problème. La manière d'apprendre est un peu différente. En fait, on a des récompenses ou l'inverse des récompenses, des punitions. Voilà. Et l'idée, c'est de trouver quelle est la suite d'actions qui va faire qu'à la fin, on maximise. Donc, on a des récompenses à chaque fois qu'on fait une action qui maximise la somme totale de nos récompenses. Donc ça, c'est un problème d'apprentissage par renforcement. C'est une autre manière d'apprendre. Ça va fonctionner...
très bien sur certains points, sur certains problèmes. Par exemple, déplacer un robot dans un environnement inconnu sans qu'il bute dans les murs, par exemple. Donc il y a des tas de moments où l'apprentissage par renforcement, ça a du sens. J'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je pouvais pas parler de tout, mais effectivement, l'apprentissage automatique, c'est plus large que l'apprentissage supervisé. Ça, c'est la première réponse. Et l'apprentissage symbolique, il peut être supervisé, non supervisé, et par renforcement aussi. C'est juste le type de données sur lequel vous allez travailler. Certaines sont numériques, certaines sont symboliques. C'est pas tout à fait les mêmes algorithmes qui sont utilisés, mais ça change pas le paradigme d'apprentissage. Et j'aurais du coup, pour poursuivre là-dessus, est-ce que vous pensez que ce serait un peu plus général d'utiliser du renforcement, même si certes c'est moins précis que du deep learning, du coup forcément ça prend un peu plus de temps. Non, ça c'est encore pas quelque chose qui s'oppose. On peut faire du renforcement avec du deep learning, d'accord ? C'est pas, on peut pas dire ce que vous venez de dire. Mais du coup, est-ce que ça permettrait de plus généraliser, d'utiliser le... Vous voulez dire que c'est plus naturel de travailler avec des récompenses et des punitions plutôt que de travailler avec des étiquettes ? Je sais pas. Ça se discute. Je sais pas. C'est différent, en fait on fait pas la même chose, ça sert pas exactement au même problème. J'ai rien contre l'apprentissage par renforcement, je suis pas spécialiste, du coup je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais finir par dire des bêtises, mais j'ai rien contre, c'est bien aussi. Merci. Juste une petite question sur l'interaction entre des objets qui ont été programmés. Par exemple, moi je pense que dans certains logiciels qui existent en 3D, on programme un vol d'oiseau, par exemple, avec des boids, ils appellent ça des boids en anglais. Et comment c'est fait exactement ? On donne des comportements aux Ah oui, vous êtes modèle physique. Ah bah là, pour le coup, peut-être que c'est... Alors, je suis pas spécialiste. Il y a des gens qui modélisent les mouvements des foules, par exemple, en 3D, pour tout ce qui va être jeux vidéo, mais aussi réalité virtuelle. Alors c'est pareil, je pense que les vols des oiseaux, c'est un peu comme les mouvements des foules. C'est des mouvements globaux de plusieurs entités, donc il faut modéliser de manière physique comment ça se passe. Donc j'imagine que les gens regardent comment ça se passe dans la vraie vie, comment les oiseaux volent entre eux. Suivant l'espèce, j'imagine que c'est différent. Mais alors là, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'IA du tout. Ça, c'est que de la programmation. C'est un modèle physique qui a été... voilà, alors les oies, quand elles volent entre elles, elles sont séparées de tant de centimètres. Quand il y en a une qui part sur la gauche, alors toutes les autres font ça. Si on veut faire un vol d'oie qui ressemble à un vrai vol d'oie, alors il faut qu'elle ressemble à ça. Ça, ce sera plus réaliste. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'IA. Et alors là, je ne vais pas être spécialiste non plus. Qui va chasser les... Ah oui, sûrement, oui. Très bien. Ah, oui, une dernière question, peut-être ? Ouais, je pense que c'est bien que ce soit la dernière. Parce que tu rentres pas sur Rennes en véhicule autonome ? Non. Peut-être c'est mieux. Bonsoir, oui, j'avais une question. On connaît la prédominance aujourd'hui des GAFA, des États-Unis et également des Chinois sur la collecte des données. On a bien vu qu'au niveau de l'intelligence artificielle, c'était un élément déterminant stratégique. Aujourd'hui, en Europe, on a mis des barrières avec notamment le RGPD. Est-ce qu'on n'est pas en train de se freiner ou de se ralentir, sachant qu'on a quand même un contexte de guerre économique aujourd'hui au niveau de la planète? Et est-ce que l'Europe et la France mettent vraiment des réponses adaptées en termes d'intelligence? Est-ce que vous êtes là depuis le début? Oui. Ok. Eh ben, ça aurait été intéressant de vous laisser discuter avec la dame de tout à l'heure, parce que je pense que vous auriez eu un débat absolument magnifique. Oui, ce que vous dites est tout à fait exact. En fait, plus on pousse et plus on automatise, plus on rajoute des algorithmes partout pour prendre des décisions. On peut décider que...
Alors, encore une fois, j'ai pas d'avis vraiment tranché, donc je peux passer vraiment d'un côté à l'autre assez facilement, même probablement dans une même phrase. Mais on peut penser qu'on en a trop et on peut penser qu'on n'en a pas assez. Voilà. Oui. Donc moi, ça m'amuse de mettre au point des algorithmes, je le fais. Après, j'espère que les politiciens vont se retrousser les manches pour dire ça, c'est pas acceptable de laisser faire à des machines. Ça l'est. C'est pas mon job. Est-ce que la France est en retard par rapport c'était ça votre question, par rapport aux GAFAM et autres Baidu et autres joyeusetés au niveau chinois? Probablement, parce qu'en fait on n'a pas, c'est eux qui ont les téléphones portables, c'est eux qui ont les moteurs de recherche, et en fait on leur donne des données en permanence parce que ça on l'utilise tout le temps. Et donc ces données-là, on en fait des choses, et eux, ils ont l'imagination à revendre pour en faire des choses. Donc oui, on est en retard. Est-ce qu'on peut rattraper ce retard? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on rattrape ce retard? Je ne sais pas. Voilà. Les deux se défendent. Votre collègue tout à l'heure, ou pas votre collègue, mais la dame tout à l'heure aurait dit non, il faut tout arrêter et ne plus rien faire avec des algorithmes. Et vous dites non mais franchement, là on est en train de se faire damer le pion par les Chinois et les Américains, il faut qu'on se réveille. Oui. Bon, je pense que... Sur ces belles paroles.